C'est parti, Gabriel. Chers collègues, chers étudiants, bienvenue dans cette troisième conférence dans le cadre du projet ArtAgri PUMA. PUMA qui veut dire Projet universitaire de mobilité en agroécologie. C'est un projet qui est porté par AgroCampus Ouest, l'Institut Agro, et par la FAOBA, la Faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, et qui fédère 6 partenaires français: AgroCampus Ouest, l'Institut Agro, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, VetAgroSup, AgroSup Dijon et Unilassal, et 4 universités argentines: la Faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo à Mendoza et l'Université nationale du Nord-Est. Este proyecto se inició en 2015 y ahora se encuentra en su primera fase final. Permitió financiar movilidad de estudiantes, movilidad científica, entre los 10 socios que lo conforman. Para cerrar el proyecto nos propusimos organizar un ciclo de conferencias una vez por mes, el segundo martes de cada mes de 9 a 10:30 en horario Argentina y de 14 a 15:30 en horario para Francia. Este ciclo será hasta diciembre. Las conferencias pretenden informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Queremos agradecer en este momento a todos los responsables franceses y argentinos del programa ArtAgri, así como a la Embajada Argentina, a la Embajada de Francia en Argentina por el apoyo que nos dio para proponer esta conferencia, y a todos los servicios de traducción simultánea francés-español que nos están acompañando. Muchas gracias. Voilà. Et pour tous les participants, pour la traduction, vous avez un petit globe en bas à droite de l'écran, donc vous cliquez dessus, vous choisissez soit la langue française, soit la langue espagnole. Bonjour, j'avais oublié de mettre le micro. Donc, bonjour, je m'appelle Patrice Canavo, je suis enseignant-chercheur en sciences du sol à AgroCampus Ouest et animateur de ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous avons 2 présentations. La première porte sur l'effet des conditions microclimatiques sur la croissance de la laitue dans les cultures associées pommier-laitue, qui sera présentée par Toki Ramananjatovo, qui est doctorant à l'Institut AgroCampus Ouest au sein de l'unité de recherche EFFOR. Et puis une deuxième présentation sur l'effet de la diversification végétale des parcelles sur l'alimentation des parasitoïdes de pucerons et le contrôle biologique, qui sera présenté par Bruno Jaloux, enseignant-chercheur à l'Institut AgroCampus Ouest au sein de l'UMR-IGEP. Durant la présentation, vous pouvez utiliser le chat pour réagir et poser vos questions. Et à la suite des 2 présentations, nous poserons les questions aux intervenants et nous aurons un temps d'échange. Donc, avant de commencer, il est de coutume que l'établissement qui introduit des exposés présente son institut, son école. Et donc, je vais commencer par une présentation en quelques diapositives de l'Institut Agro. Normalement, c'est partagé sur l'écran, vous la voyez? Oui? OK. Oui, c'est parfait. Donc, l'Institut Agro a été créé au 1er janvier 2020. Alors, j'essaie juste de passer les diapos. Voilà. A été créé au 1er janvier 2020. Cette création se positionne dans le cadre de l'accélération sans précédent des grandes transitions numériques, climatiques, environnementales. Et donc, la formation, la recherche et l'innovation développées au sein de l'Institut Agro sont au cœur de ces changements sociétaux et humains. Notre mission, elle consiste à préparer la nouvelle génération d'ingénieurs et d'experts aux problématiques spécifiques de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement afin qu'ils s'en emparent pour participer au changement et mieux anticiper les bouleversements du XXIe siècle. Par conséquent, l'ambition de l'Institut Agro vise à former des étudiants responsables, engagés, critiques et créatifs qui seront en capacité de généraliser des solutions et produire de nouveaux modèles. Donc, l'Institut Agro résulte de la fusion de 3 écoles d'ingénieurs sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Agrocampus Ouest, Montpellier Supagro et prochainement AgroSup Dijon en janvier de l'année prochaine. Ces 3 écoles sont situées dans des zones géographiques françaises qui sont contrastées par leur climat océanique, méditerranéen et continental, ce qui permet de fédérer de nombreuses filières agricoles, une grande diversité des systèmes agronomiques, depuis les grandes cultures en passant par l'horticulture, la viticulture et arboriculture, la production animale, l'agroalimentaire et les aménagements paysagers en milieu rural et en milieu urbain. Quelques chiffres pour vous donner un petit peu des éléments. Donc, c'est 5 campus, 14 départements d'enseignement et de recherche, 320 enseignants et enseignants-chercheurs et un peu plus de 5000 étudiants. Et également 36 unités de recherche dont les tutelles sont généralement l'INRAE, le CNRS et le CIRAD. Et nous avons de la co-accréditation dans 7 écoles doctorales. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments chiffrés. Pour être plus spécifique à Agrocampus Ouest, une des écoles internes de l'établissement, je vais vous partager un petit film de présentation que je cherche. Alors, donnez-moi 2 secondes. Alors, je ne le trouve pas dans mon partage. Ouais. Là, j'ai un souci. Alors, je ne sais pas si, à la limite, François, si tu as le fichier sous la main, si tu arriverais à partager c'est un fichier MP4, hein, et je ne le vois pas dans mon partage. D'accord. Peut-être qu'on pourra le passer à la fin des interventions, peut-être à ce Ou moment-là. à la fin, à ce moment-là. OK. Très bien. Donc, eh bien, on va donc démarrer la session des exposés. Et donc, pour commencer, c'est Toki qui va faire sa présentation d'exposé. Donc, il faudra juste partager ton écran. Toki. D'accord. Je vais partager mon écran. Partager l'écran. Vous voyez quelque chose? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Juste un instant. Et hop. Vous voyez quelque chose là ou pas? Non. Non, pas encore. Attends, je vais réouvrir. Je vais relancer du coup Zoom et je reviens tout de suite. Alors. Hop. Ça y est, ça arrive. Quelque chose? C'est bon. D'accord. Je vais juste réduire ça. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Toki, je suis doctorant en 3e année de thèse à l'unité de recherche EFOR de l'Institut Agro à Angers. Et je travaille sur la caractérisation et la modélisation des flux de carbone, de l'azote et de l'eau dans un système verger maraîcher, qui est un système innovant de production de fruits et légumes inspiré de l'agroforesterie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de nos résultats de recherche qui consiste à caractériser le microclimat créé par les arbres fruitiers et ses effets sur la croissance et le développement des cultures maraîchères dans un système verger maraîcher et plus particulièrement dans une association pommier-laitue. Donc pourquoi je ne sais pas par contre. Ah, ok. Donc, pourquoi un système innovant pour la production de fruits et légumes? D'abord, pour satisfaire les demandes des consommateurs en termes de qualité et en termes de saisonnalité et de fraîcheur également, mais aussi pour répondre à un souci de limiter les impacts environnementaux de l'agriculture
notamment sur la dégradation du sol et la dégradation des ressources en eau. D'un autre côté, il a déjà été démontré dans plusieurs pays que les systèmes agroforestiers figurent parmi les systèmes les plus prometteurs en termes de production, mais également en termes d'aspect environnemental. Et cela a été démontré à travers les indicateurs comme les LER et également les services écosystémiques rendus par les arbres fruitiers sont bien renseignés dans la littérature. Alors c'est de là en fait qu'est venue l'idée de la production de fruits et légumes à partir des systèmes, en adoptant les systèmes agroforestiers, tout simplement en associant les arbres fruitiers aux cultures maraîchères. Et c'est ça qu'on appelle un verger maraîcher ou garden orchard system. Donc, le souci, après, c'est que, en fait, pour concevoir un système verger maraîcher, il y a pas mal d'informations techniques à connaître, notamment la distance entre les arbres fruitiers, les combinaisons des espèces entre espèces maraîchères, la succession culturelle, mais également il y a un souci sur comment déterminer une distance optimale entre arbres fruitiers et cultures maraîchères pour minimiser la compétition et maximiser la complémentarité entre les deux espèces. Donc, pour pouvoir fournir ces informations, il est indispensable de mieux comprendre et de caractériser et de quantifier les différentes interactions qui existent entre les arbres fruitiers et les cultures maraîchères. Mais cependant, jusqu'en ce moment, il n'y a pas eu d'études qui ont travaillé dans ce sens, sachant qu'il y a quand même eu quelques études qui ont été portées sur les systèmes vergers maraîchers, mais ces études-là étaient limitées sur une comparaison globale des rendements entre les systèmes vergers maraîchers et les monocultures. Donc, les questions de recherche que nous posons dans cette étude, c'est en fait, premièrement, de savoir comment le microclimat, les propriétés du sol vont varier en fonction de la distance par rapport à l'arbre et comment ces effets combinés de microclimat et des propriétés du sol vont affecter la croissance de la laitue dans un système verger maraîcher. Donc, pour ce faire, pour répondre à ces questions-là, nous avons mené une expérimentation in situ sur un verger maraîcher constitué de 2 rangs de pommiers orientés nord-sud sur le site d'Agrocampus Ouest. Nous avons étudié 4 modalités de distance par rapport à l'arbre. Donc ici, nous avons les 2 rangs orientés nord-sud. Donc nous avons fait des mesures sous chaque rang, donc sous le rang ouest et sous le rang est. Et sur l'interrang, nous avons aménagé des planches maraîchères pour faire la culture maraîchère du coup. Donc en fait, nous avons des études sur ces propriétés, sur les planches maraîchères situées à 1,5 m du rang, qu'on appelle le B1. Donc on a le B1 ouest et le B1 est. Sur les planches maraîchères localisées à 3 mètres du rang, que j'appelle ici le B2. Donc, on a le B2 ouest et le B2 est. Et enfin, sur la planche centrale, qui est à 5 mètres de rang. Donc, c'est considéré comme notre témoin, qui est supposé être sans influence des arbres fruitiers. Les variables qui ont été mesurées ont été bien évidemment le microclimat. Donc, parmi les variables microclimatiques, on a le rayonnement global, la température et l'humidité relative de l'air. Nous avons également mesuré les propriétés du sol, notamment la teneur en eau du sol et la teneur en azote du sol à 30 cm de profondeur. Et bien évidemment, la croissance de la laitue. Donc, nous avons mesuré la surface foliaire et l'évolution de la biomasse. Donc, voici une représentation, une vue aérienne de notre dispositif expérimental. Nous avons les 2 rangs de pommiers orientés nord-sud, l'interrang qui a été aménagé en 5 planches maraîchères que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, c'est une vue transversale de la parcelle. Et pour les capteurs, nous avons mesuré le rayonnement global sous chaque rang et sur chaque planche maraîchère. Nous avons également mesuré la température et l'humidité relative de l'air sous chaque rang de pommiers sur la planche P1 et sur la planche centrale. Et enfin, nous avons mesuré les propriétés du sol et la croissance de la laitue sur chaque planche maraîchère. Donc, nous avons répété les mesures 3 fois
Et enfin, sur l'autre bout de la parcelle, nous avons installé une station météo pour faire des relevés de température et de pluviométrie et de la vitesse du vent. Donc, voilà à quoi ça ressemble concrètement notre dispositif expérimental. Vous avez ici les 2 rangs de pommiers, vous avez les 5 planches maraîchères avec les laitues qui sont recouvertes de bâches en plastique pour limiter l'enherbement de la parcelle. Et j'ai délimité ici en rouge les 3 répétitions. Donc, premier résultat, c'est la variabilité spatio-temporelle du rayonnement global. Donc, pour que vous puissiez suivre facilement les résultats, j'ai représenté ici les différents points de mesure avec des codes couleurs. Donc, je tiens juste à remarquer que nous avons eu quelques soucis sur les capteurs situés dans la partie est de la parcelle. Donc, dans cette diapositive, je vais vous présenter que les résultats sur la partie ouest. Pardon. Donc, sur cette graphique-là, nous avons l'évolution du rayonnement global au cours d'une journée ensoleillée, mesurée sur la planche centrale en bleu, qui est le témoin, sur la planche P2 en rouge, sur la planche P1 en noir et sous les rangs en gris. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans l'après-midi, à partir de 14 heures, il y a une différence de rayonnement qui va se dessiner entre les différentes planches maraîchères. Par exemple, ici, on remarque que le rayonnement reçu par la planche P1, elle est beaucoup plus faible que celle reçue par la planche P2, qui, elle également, est plus faible que le rayonnement reçu par la planche centrale. Pour mieux cerner ces différences, nous avons sélectionné 10 journées ensoleillées au cours de l'expérimentation. Et pour chaque pas temps de mesure, nous avons calculé la différence de rayonnement entre la planche P1 ou P2 ou le rang et la planche centrale. Donc, nous avons ici l'évolution de cette différence sur ces 3 graphiques-là. Sur l'axe des X, vous avez l'heure locale et sur l'axe des Y, nous avons les écarts de rayonnement qui ont été calculés. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que tout d'abord, entre le rang et la planche centrale, on observe une différence négative tout au long de la journée, donc ce qui indique une présence permanente d'ombrage tout au long de la journée. Par contre, sur la planche P1 ouest, l'ombrage n'est présente que dans l'après-midi et à l'inverse, on a une différence positive dans la matinée, c'est-à-dire que dans la matinée, la planche P1, elle va recevoir plus de rayonnement que la planche centrale. Et cela est en fait lié à la position du soleil. Et enfin, entre la planche P2 et la planche centrale, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, c'est-à-dire que ces 2 planches-là reçoivent à peu près la même quantité de rayonnement tout au long de la journée. Donc, nous avons procédé suivant la même approche pour la température de l'air. Donc, pareil, hein, vous avez ici les différents points de mesure. Ici, nous avons l'évolution de la température sur chaque planche maraîchère et sous chaque rang pendant une journée ensoleillée. Et ici, nous avons les graphes montrant l'évolution de la différence de température entre chaque rang ou chaque planche maraîchère et la planche centrale au cours de la journée. Donc, ce qu'on observe, c'est que généralement, on a une différence négative sous les rangs, que ce soit sous le rang ouest ou sous le rang est. Et cette différence est beaucoup moins atténuée sur la planche P1W, donc la planche P1 qui se trouve à l'ouest de la parcelle. Et par contre, sur la planche P1 qui se trouve à l'est de la parcelle, le P1E, nous avons une différence négative le matin et dans l'après-midi, on voit une différence positive, c'est-à-dire que dans l'après-midi, la température de l'air sur cette planche-là, elle va être plus élevée que la température sur la planche centrale. Et cela, en fait, c'est lié à la position du soleil parce que dans l'après-midi, cette planche-là, elle va recevoir beaucoup plus de rayonnement, elle va plus être exposée au soleil, donc la température, elle va beaucoup plus augmenter. Concernant les propriétés du sol, nous avons fait 3 campagnes de mesure de la teneur en eau du sol à 30 cm de profondeur. Les mesures ont été faites en début de culture, en milieu de culture et à la récolte. Et à chaque mesure a été effectuée en fait en fin de journée. Donc, ce qu'on observe, c'est que généralement,
on a les teneurs en eau des planches maraîchères ont tendance à diminuer suivant un gradient ouest-est, avec des teneurs en eau beaucoup plus faibles sur les planches qui se trouvent à l'est. Donc, ces planches-là qui étaient directement exposées au soleil dans l'après-midi. Donc, on pourrait imaginer un effet de l'évapotranspiration sur la diminution de la teneur en eau du sol sur ces planches-là. Après, pour la teneur en nitrate du sol à la plantation, nous avons fait également ces mesures de teneur en nitrate du sol. Et ce qu'on observe, c'est que en fait, la teneur en eau du sol était significativement beaucoup plus faible sur la planche P2W par rapport aux autres planches maraîchères. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que sur cette planche-là, on avait eu une saturation en eau pendant le précédent cycle cultural, ce qui a sûrement favorisé des pertes d'azote par lixiviation ou par dénitrification. Dernier résultat, du coup, on va essayer de voir qu'est-ce que les paramètres qui ont été expliqués tout à l'heure vont avoir comme influence sur la croissance des cultures maraîchères. Donc, nous avons suivi l'évolution du nombre de feuilles des salades au cours du cycle cultural sur chaque planche maraîchère. Ce qu'on observe, c'est que le nombre des feuilles était significativement beaucoup plus élevé sur les planches P2 et C. Donc, c'est les planches qui ont reçu le plus de rayonnement en début de culture. Et par contre, cette différence, le nombre des feuilles a eu tendance à s'homogénéiser au cours du cycle cultural. Ce qui était étonnant, en fait, c'est que en fait, quand nous avons suivi et regardé l'évolution de la biomasse, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas sur les planches maraîchères où nous avons eu beaucoup plus de feuilles que l'accumulation de la biomasse était la plus importante. Parce que si vous regardez cette graphique-là, ici, on a l'évolution de la biomasse au cours du cycle cultural sur chaque planche maraîchère. Si on regarde cette graphique-là, ce qu'on observe, c'est que l'accumulation de biomasse était beaucoup plus importante sur la planche P1W, donc, qui était la planche où on n'observait pas systématiquement un nombre de feuilles plus élevé. Et en fait, pour expliquer cela, c'est que si on regarde l'évolution de la température, on peut distinguer deux phases distinctes d'évolution de la biomasse au cours du cycle cultural. Donc, pendant le premier mois, ce que nous avons observé, c'est que la biomasse était beaucoup plus importante sur la planche maraîchère qui était sous ombrage pendant les périodes où les fortes températures ont été enregistrées. Donc, il y aurait peut-être un effet de stress thermique sur la production de biomasse. Et cela a été confirmé par le fait que le retard de croissance qui a été observé sur les autres planches, il a été rattrapé au bout de 2 semaines, dès qu'il a commencé à pleuvoir, que la température maximale a baissé. Donc, on peut vraiment imaginer un effet de stress hydrique stress thermique, pardon, sur la croissance de biomasse. Et par contre, sur la planche P2W, la biomasse était toujours plus faible tout au long du cycle cultural. Et cela va s'expliquer simplement par un stress azoté, parce que nous avons mesuré une teneur en azote très faible sur cette planche maraîchère. Donc, pour conclure, nos résultats ont montré qu'il existe bien un effet de microclimat créé par les arbres fruitiers et qui va être plus ou moins important en fonction de la distance par rapport à l'arbre, et que cet effet de microclimat va affecter la croissance des cultures maraîchères. L'expérimentation a été reconduite l'année dernière, en 2020, pour valider les résultats et pour mieux comprendre les interactions qui existent entre les différents paramètres. Et nous avons à peu près trouvé les mêmes tendances. Donc, pour la suite, actuellement, nous travaillons sur la modélisation des différents processus
Et pour cela, nous sommes partis d'un modèle existant d'agroforesterie qui est le modèle iSafe. Donc, c'est un modèle développé par l'UMR System à Montpellier. Donc, ce modèle-là, il associe un modèle de développement des arbres qui s'appelle le Safe Tree avec un modèle de croissance de culture qui s'appelle le modèle STIX. Donc, dans notre cas, nous avons utilisé nos données expérimentales pour calibrer et valider un modèle de croissance de la laitue dans STIX qui sera ensuite implémenté dans le modèle iSafe. Et pour avoir notre modèle de verger maraîcher, il y aura un travail qui va être fait sur la paramétrage des pommiers dans le modèle en implémentant la production de fruits et les différentes pratiques de taille dans le modèle. Donc, à partir de ce modèle-là, nous pourrions effectuer des simulations d'arrangement spatial ou des simulations de croissance ou de succession culturelle pour pouvoir évaluer, par exemple, la durabilité du système. Et à partir des résultats des simulations numériques, mais également des résultats expérimentaux, nous pourrions élaborer un outil d'aide à la décision pour la conception des systèmes vergers maraîchers qui pourront être un peu plus tard proposés à la profession agricole. Donc voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après. Merci. Merci Toki, merci beaucoup. Donc en effet, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat pendant la présentation que va faire Bruno et après nous les reparcourrons ensemble. Il y a eu également des questions sur la possibilité de revisionner la conférence, le webinaire. Donc oui, ce sera possible puisqu'il y a un enregistrement et le lien sera envoyé aux participants à l'issue de ce webinaire. Donc c'est maintenant à Bruno Jaloux. Tu peux démarrer quand tu veux. Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Tout va bien? Ok, donc c'est parti. Donc je m'appelle Bruno Jaloux, je suis enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest à Angers. Et j'enseigne en fait la diversité des insectes et le contrôle biologique des ravageurs, donc l'entomologie. Et puis en recherche, en fait, je m'intéresse plus particulièrement aux stratégies comportementales de certains ennemis naturels, et notamment les insectes qu'on va voir aujourd'hui, qui sont des hyménoptères parasitoïdes. Les stratégies qu'ils vont mettre en place pour aller s'approvisionner dans des ressources trophiques, donc des ressources alimentaires, au sein des agrosystèmes, dans les champs, et comment on peut, à partir de ces études, en tirer des informations pour concevoir des systèmes qui leur permettent de mieux trouver de la nourriture et donc d'être plus efficaces dans la régulation des insectes ravageurs. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont les résultats d'un projet qui s'est terminé l'année dernière, qui était un projet financé par l'Europe et qui a un lien indirect assez lointain avec l'Amérique du Sud, puisqu'il s'intéresse en fait à l'autonomie protéique des élevages. Alors, en fait, nous sommes dans des régions en Bretagne, en Pays de la Loire, dans l'ouest de la France, où il y a beaucoup d'élevages bovins, donc pour le lait ou la viande. Et ces élevages, en fait, ont besoin en grande quantité de protéines pour donner à manger au bétail. Et ces protéines, elles ne sont plus produites en Europe, elles dépendent fortement de l'importation de soja, de tourteaux de soja sud-américains, brésiliens et plus récemment argentins, avec des dépendances qui posent des problèmes, notamment en termes de traçabilité des OGM pour les filières bio, et puis aussi de coûts qui évoluent avec le marché qui se tend pour cet approvisionnement. Et donc, il y a une volonté de l'Europe et de la France de redévelopper des filières de production des protéagineuses, c'est-à-dire des légumineuses qui produisent des protéines végétales, sur place dans nos régions. Alors, ces cultures, on peut les remplacer, donc le soja, par du pois, de la févrole ou du lupin, des cultures que l'on connaît depuis longtemps dans la région, mais qui sont difficiles à produire, notamment parce qu'elles sont très aléatoires. Certaines années, on en produit beaucoup, et puis d'autres années, quand les conditions sont mauvaises, on en produit très, très peu. Une façon de stabiliser un petit peu cette production, c'est de les produire non pas en culture pure, mais en culture associée, en associant cette culture de protéagineux avec une autre culture.
généralement une culture de céréales. Ce qui fait qu'en fait, les années où la légumineuse ne se développe pas, on va avoir une bonne production de céréales. Puis en plus, on a énormément d'avantages à cultiver les céréales avec les légumineuses en termes de contrôle des mauvaises herbes, en termes de rendement à la fin à l'hectare. Et donc, moi, dans ce projet-là, je me suis occupé d'un point particulier qui est celui de l'intérêt éventuel de cette diversification végétale à l'intérieur du champ, la culture associée, sur le contrôle biologique et les mécanismes qui pourraient permettre, grâce à ces cultures associées, de favoriser le contrôle biologique. Alors, je m'intéresse donc à des hyménoptères parasitoïdes, ce sont des micro-guêpes, des petites guêpes, qui vont pondre leurs œufs dans les larves ou dans les adultes des pucerons. La larve se développe à l'intérieur, consomme l'intérieur du puceron, et puis se nymphose et émerge pour aller chercher d'autres pucerons. Donc, elle tue à chaque fois le puceron. Ces parasitoïdes, ce sont de très très bons ennemis naturels, notamment parce qu'ils sont très spécialisés, mais ce sont des ennemis naturels qui ont des besoins importants, et notamment, ils ont des besoins importants en nourriture sucrée. Alors pourquoi ils ont des besoins en nourriture sucrée? Parce que ce sont des animaux qui sont petits et qui ont besoin de rester légers pour pouvoir voler. Et donc, ils n'ont pas des capacités de stockage de l'énergie très, très importantes. Ils sont obligés d'aller régulièrement s'alimenter en carburant pour pouvoir voler et pour pouvoir se déplacer. Et le carburant pour les insectes, c'est souvent des nourritures sucrées comme le nectar. Alors pour ça, ils peuvent trouver de la nourriture sucrée dans les champs sous forme de plantes qui produisent du nectar, soit du nectar floral, mais qui est souvent difficile à recueillir. Il y a des insectes qui sont spécialisés pour faire ça, comme les abeilles, les bourdons ou les papillons. Et puis, certaines plantes qui nous intéressent, comme certaines légumineuses, produisent, en plus du nectar qui est dans la fleur, un nectar qu'on appelle le nectar extrafloral, qui est un nectar qui est produit spécifiquement par la plante pour attirer les ennemis naturels et pour les récompenser. D'ailleurs, certaines légumineuses ne produisent du nectar que lorsqu'elles sont attaquées par un ravageur pour attirer les ennemis naturels qui vont venir la débarrasser des ravageurs. Une autre source de nourriture qui existe dans les champs, c'est le miella des pucerons ou des hémiptères en général. Plusieurs hémiptères, dont les pucerons, les cochenilles et d'autres, produisent un liquide sucré lié à leur métabolisme et à l'alimentation sur la sève, qui est éventuellement une source de nourriture importante. Dans un champ cultivé, en fait, lorsqu'on est dans une monoculture intensive, on va avoir des plantes qui sont toutes synchronisées et qui, avant la floraison, ne produisent pas de nectar. Généralement, d'ailleurs, pour beaucoup de plantes, on va les récolter avant la floraison. Et d'autre part, on a l'utilisation de produits phytosanitaires pour éliminer les mauvaises herbes. Donc, on a très peu de sources de nectar, en fait, dans la parcelle. Les sources de nectar, en fait, sont souvent présentes en bordure, parfois sur des zones étroites en bordure, où on va avoir une diversité, parfois contrôlée. Il peut y avoir des choses qui sont semées, ou des fois, c'est un peu plus spontané. À l'intérieur des parcelles, on a uniquement du miella, souvent, comme source de nourriture. Et ce miella est une source de nourriture qui est réputée être de moins bonne qualité que le nectar, notamment parce que les sucres sont de moins bonne qualité et qu'à la fin, l'intérêt en termes de longévité ou de fécondité des parasitoïdes est moindre. Quand les parasitoïdes se retrouvent dans ce genre de système, ils doivent faire en fait des allers-retours entre, d'une part, les bordures pour trouver de la nourriture adulte, donc c'est-à-dire du nectar, et puis l'intérieur des parcelles où ils vont trouver en fait des pucerons. C'est ce qu'on appelle le commuting, c'est-à-dire le fait de changer constamment de zone. Et ce commuting est à un rythme assez élevé. Les dernières recherches qu'on vient de faire montrent que c'est plutôt à l'échelle quotidienne, voire plusieurs fois par jour, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et donc, ça impose beaucoup de déplacements qui vont être coûteux. Une façon de réduire ces coûts pour les parasitoïdes, ça va être de se concentrer sur les interfaces. C'est-à-dire, au lieu d'aller parasiter les pucerons dans le centre de la parcelle, s'il y a suffisamment de pucerons partout, les parasitoïdes vont se concentrer à l'interface entre la bordure et la parcelle.
Et donc, on va avoir un parasitisme qui va être plus important en bordure et par contre assez faible à l'intérieur de la parcelle. Alors, l'objectif de ce projet, c'est qu'en diversifiant à l'intérieur de la parcelle, on va apporter en fait des ressources qui vont être complémentaires. On va notamment pouvoir, grâce à certaines légumineuses, dont la févrole, donc une fève qui produit du nectar extrafloral, en la cultivant à l'intérieur des parcelles de blé ou d'orge qui ne produisent pas de nectar, on va avoir à l'intérieur de la parcelle des ressources en nectar et puis aussi des ressources en hôtes, c'est-à-dire en pucerons. Et que donc cet apport de ressources alimentaires va modifier l'activité d'alimentation, les déplacements des parasitoïdes. Ils ne vont plus s'alimenter uniquement sur le nectar dans les bordures et uniquement à l'intérieur des parcelles ou se concentrer sur les interfaces, mais qu'on va avoir quelque chose qui va être plus homogène sur l'ensemble de la parcelle. Et donc, on va avoir en fait une meilleure performance en termes de parasitisme et donc un contrôle biologique qui va être plus intéressant. Alors, pour faire ça, donc, on a testé des hypothèses un peu précises. Donc, on a essayé de démontrer que dans des parcelles cultivées, on va avoir plus de parasitoïdes qui vont s'alimenter sur du nectar dans des champs qui sont diversifiés, donc dans des cultures associées, en les comparant à des cultures pures. Et que cette plus grande proportion d'animaux qui se sont alimentés, on va surtout l'observer dans le centre des parcelles, puisqu'en bordure de parcelles, on peut avoir des animaux qui vont s'alimenter dans la bordure. Et donc, on peut avoir une absence d'effet de la diversification dans cette zone. Et que, en fait, à l'intérieur des parcelles, le fait de plus s'alimenter sur le nectar va être corrélé, en fait, à une plus grande pression de parasitisme et donc des niveaux de pucerons qui vont être moins élevés. Alors, comment on fait ça? On a étudié ça dans un modèle, donc il y a une culture associée entre une céréale triticale et une légumineuse, la févrole, donc soit en culture pure, soit en culture associée. La févrole, je vous rappelle, produit du nectar extrafloral de façon continue, donc il y a toujours cette ressource qui est présente. Et on va s'intéresser à donc, un groupe de parasitoïdes qui s'appelle les aphidinés, plus particulièrement les aphidus, qui sont des parasitoïdes spécialistes de pucerons. Et on va notamment noter ceux qui sont les parasitoïdes des pucerons des céréales. Les céréales étant la culture dans laquelle il n'y a pas de ressources alimentaires. Alors, comment on fait ça? On va utiliser une technique qui a été mise au point en fait, il y a une vingtaine d'années, qui est une technique qu'on dit d'inférence de l'histoire nutritionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inférence? En fait, le but, c'est une démarche qui se réalise en deux temps. Dans un premier temps, on va, à partir d'élevage de ces parasitoïdes, au laboratoire, leur donner une alimentation contrôlée. C'est-à-dire qu'on va les regarder s'alimenter dans des petites boîtes sur des sources de nourriture qu'on va nous-mêmes leur donner. Ça peut être du nectar, ça peut être du miela, ça peut être rien du tout. Et ensuite, on va les analyser. On va analyser le profil en sucre de ces animaux grâce à une technique qu'on appelle l'HPLC, donc c'est une technique de chromatographie. Et ensuite, on va les capturer des parasitoïdes dans le champ, on va les analyser et à partir de leur profil, en déterminer leur alimentation, notamment l'alimentation récente. On va essayer de comparer en fait les profils des animaux dont on connaît l'alimentation à ceux dont on ne connaît pas l'alimentation pour en déterminer de quoi ils sont alimentés. Ça ressemble à un produit en croix. On va rechercher plus spécifiquement en fait, des sucres légers, des sucres circulants, qui sont donc le glucose, le fructose, le sucrose, erlose, mélésitose, maltose et stachyose, dans les parasitoïdes au laboratoire. Alors, on a fait ce travail-là et on a ces résultats ici que vous voyez résumés sur ce graphique-là. On a en fait des différences importantes de composition de la ressource sucrée. C'est la partie haute ici. Donc, par exemple, normalement, ça ne leur donne rien, il n'y a pas de sucre, mais on voit que là, c'est du miela d'un puceron, Apis fabé,
on a une proportion importante de mélésitose dans ce millet-là. Acertosiphon-pisome, un autre puceron des légumineuses, on n'a pas cette présence de mélésitose. Et on a une proportion différente des autres sucres. Là, c'est Cytobium avenae, un autre puceron, celui des céréales. Et puis, le nectar de la févrole ou d'une mauvaise herbe qui produit aussi du nectar extrafloral est aussi différent. Donc, cette différence dans la composition de la source alimentaire va se traduire par une différence en termes de profil en sucre des parasitoïdes. Donc, on se retrouve avec des profils moyens de ces parasitoïdes à qui on a donné des alimentations connues. Et ensuite, donc, tout le jeu, ça va être de définir un algorithme de classification qui va en fait apprendre à partir des données de laboratoire les relations entre le profil en sucre et l'histoire nutritionnelle pour pouvoir les appliquer à des insectes capturés dans la nature dont on ne connaît pas l'histoire nutritionnelle et dont on veut déterminer, dont on a le profil en sucre et dont on veut déterminer l'histoire nutritionnelle. Alors pour faire cela, on utilise différents types d'algorithmes. Traditionnellement, les gens qui s'intéressent à ça depuis 20 ans utilisent des choses assez brutales avec des seuils qui sont définis à partir des données de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a sur un graphique avec deux axes, un axe qui est le ratio entre le glucose et le fructose, un axe où on a le taux total de sucre, et puis on va mettre sur ce graphique les animaux qui ont mangé, dont on sait qu'ils ont mangé, puisque c'est des animaux de laboratoire, et ceux qu'on sait qu'ils n'ont pas mangé, puisqu'on n'a rien donné à manger. Et on va tracer deux droites en disant tous ceux qui sont dans cette zone-là, c'est des animaux qui ont plus de sucre que ceux qui n'ont pas mangé et qui ont un ratio glucose-fructose inférieur à tous ceux qui ont mangé. Alors, on voit bien que cette méthode, elle est un petit peu imprécise, parce qu'un point particulier peut bouger énormément la droite et elle va entraîner en fait une très très mauvaise précision des résultats que l'on va obtenir. Une classification qui va être très très aléatoire et très dépendante en fait des individus qu'on a utilisés dans le pool au départ au laboratoire. Alors on pouvait multiplier les expériences au laboratoire, avoir une quantité énorme de points, mais malgré ça, on reste sur quelque chose qui est assez peu efficace. On a en fait développé, enfin surtout le doctorant Martin Luquet qui travaillait avec moi sur ce projet-là, dans le cadre d'une grosse collaboration. Et il a développé en fait d'autres méthodes, des méthodes alternatives d'algorithmes un peu pointus, certains de machine learning, comme des algorithmes de random forest, qui définissent en fait des arbres de décision. On multiplie ces arbres de décision, et en fait, à la fin, chaque arbre de décision va classifier, et on va faire une espèce de vote. On va faire une moyenne de la classification de chacun des arbres qui a été défini, et ça nous permet d'avoir une classification finale. Et puis, on a aussi d'autres méthodes qui sont des méthodes sur lesquelles je ne m'étendrai pas, qui sont des méthodes plus statistiques ou probabilistes, qui permettent de classifier en fait de faire le travail d'algorithme de classification. Alors, on les a comparés dans une vaste étude qui a impliqué différents statisticiens et modélisateurs pour voir si les méthodes que l'on proposait étaient meilleures ou moins bonnes. On a fait ça en générant un nombre très, très important de jeux de données fictives à partir des données de laboratoire que l'on avait, et puis en les associant à différents types d'analyses, soit HPLC, celle dont je vous ai parlé, soit des méthodes simplifiées de l'Antron. Et on a regardé donc la méthode classique qui est en rose, qui est la méthode de seuil, et sa performance par rapport aux autres méthodes. On a démontré en fait que là, c'est sur l'accuracy, c'est la précision. On a en fait, quelle que soit la taille du jeu de données, une performance de la méthode classique qui est bien moins importante que celle des méthodes nouvelles que l'on a définies, et notamment une qui ressort assez souvent, c'est celle de Random Forest.
Alors là, on a des mesures de sensibilité assez pointues qui se lisent à l'envers, hein, c'est-à-dire que les meilleures méthodes dans ces cas-là sont plutôt vers le bas. Et on voit encore qu'on a des choses qui sont extrêmement, en tout cas, performantes et meilleures que la méthode classique. Donc, on va utiliser cette méthode classique. Et on a aussi essayé de généraliser un petit peu tout ce travail-là de méthodologie pour définir en fait un outil qui va permettre à des chercheurs qui se posent les mêmes questions, donc de faire de l'inférence nutritionnelle, que ce soit sur les parasitoïdes ou sur n'importe quel autre animal, en définissant à partir du type de données que l'on a, quels sont les meilleurs algorithmes à utiliser. Donc ça, on les a publiés cette année. Et si vous voulez plus de précision, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller lire l'article. Je ne vais pas pouvoir vous détailler plus cette partie-là. On a ensuite testé cette méthode optimisée, donc avec les random forests, sur un dispositif expérimental en champ, qui est un dispositif qui est un réseau de parcelles d'agriculteurs. On a été voir des agriculteurs, on leur a demandé si on pouvait mettre en place des mesures dans leur champ. On avait 6 parcelles de triticales, donc de céréales en culture pure, et 6 parcelles dans la même zone en culture associée. C'est à chaque fois la même céréale, et la seule chose, souvent c'est même d'ailleurs les mêmes agriculteurs, et on a donc l'association avec une févrole. Tous ces champs sont en culture biologique, et donc on a beaucoup de diversité tout autour du champ en termes de bordure, mais aussi, on a aussi des mauvaises herbes à l'intérieur du champ. Et donc, ça fait un environnement qui est plutôt riche en nourriture, on va dire. C'est un environnement où les parasitoïdes sont nombreux et ont des sources de nourriture importantes, généralement, dans les bordures, mais aussi parfois à l'intérieur des parcelles, et on essaie de prendre en compte ces aspects-là. Donc, à l'intérieur de chacune des parcelles, on va réaliser des captures d'insectes. Alors, on utilise un aspirateur thermique, on appelle ça un DEVAC en entomologie. C'est un aspirateur qui va nous permettre, le long d'une ligne, d'aspirer tous les insectes que l'on va trouver. Puis ensuite, on va trier dans des conditions froides pour éviter qu'il y ait des altérations des sucres, les insectes, extraire les animaux qui nous intéressent, qui sont des parasitoïdes Aphidus. Et puis ensuite, on va aller les analyser pour pouvoir les assigner à un groupe d'individus qui sont nourris, un groupe d'individus qui sont non nourris. Donc, on va faire ça, en fait, à 5 mètres du bord, donc près de la bordure, où on s'attend à avoir peu de différence entre les parcelles avec association de févrole ou sans association de févrole. Et puis, on va faire ça dans le centre de la parcelle, où là, on s'attend à avoir quelque chose de plus important. En plus de ces captures, on va réaliser des comptages de pucerons tout autour du point de capture. Donc, ces comptages de pucerons, ça va être des comptages d'animaux qui sont sains, de toutes les espèces de pucerons des céréales, et puis des animaux comme celui-ci sur la photo de droite, qui sont des animaux parasités, et donc qui sont facilement différenciables parce qu'ils sont momifiés. Lorsqu'ils sont parasités, ils gonflent et ils deviennent dorés, ce qui nous permet de savoir qu'ils sont parasités. Et c'est une mesure classique, hein, le nombre de pucerons sains et le nombre de pucerons parasités pour pouvoir en déterminer le taux de parasitisme. Donc, les résultats, les voici. Donc, on a capturé en fait plus de 200 parasitoïdes. On n'a utilisé que les femelles. Les mâles chez ces insectes n'ont un rôle que très, très limité. Et on a fait ça pendant 3 sessions, donc à 3 périodes différentes. Et on a à peu près 30 à 45 animaux qui ont été collectés pour chaque traitement. On obtient les résultats suivants. Alors, le premier résultat important, c'est que tous les animaux que l'on a trouvés dans les champs ont été nourris, c'est-à-dire qu'ils s'étaient nourris depuis peu, depuis moins de 48 heures, la plupart depuis moins de 24 heures. C'est à peu près la limite de détection de notre méthode. Donc, tous ces animaux, en fait, étaient nourris depuis peu. Ça montre, en fait, que ces animaux ont besoin de se nourrir
et mettent en place des systèmes pour pouvoir, ou des stratégies pour pouvoir s'alimenter dans les champs. Ce n'est pas réellement quelque chose de facultatif, c'est obligatoire pour tous les animaux. Alors bien sûr, il y a un peu le biais du survivant, c'est-à-dire que peut-être que ceux qui ne sont pas nourris sont morts et qu'on ne les a pas capturés. Mais tous ceux qui sont vivants étaient nourris. Autre aspect, on a pu distinguer ceux qui étaient nourris par du nectar ou du miela. Et on se rend compte que même si on a des différences un petit peu qui sont non significatives, la majorité des parasitoïdes que l'on capture sont nourris de miela, que ce soit proche des bordures ou au centre des parcelles, que ce soit en culture associée ou en culture pure. On va avoir en fait un nombre important de ces parasitoïdes qui vont s'alimenter sur le miela. Et l'apport de nectar, on trouve toujours des animaux qui se nourrissent du nectar, que ce soit dans les cultures associées ou dans les cultures pures, mais elle est toujours minoritaire, même si parfois, à 50 mètres, en culture associée, on voit qu'on augmente un peu la part d'individus qui sont nourris de nectar, mais c'est non significatif et ce n'est pas réellement, même si c'était significatif, ce n'est pas un changement important en fait de la proportion d'individus qui sont nourris de nectar. On a été regarder aussi ce que ça donnait en termes de parasitisme et on observe aussi bien sur la population en fait, de pucerons que sur le taux de parasitisme, en fait, des profils qui sont extrêmement proches. On n'a pas de différence significative de nombre de pucerons à 5 mètres, à 50 mètres entre les cultures associées en orange ou les cultures pures en bleu. Et en taux de parasitisme, on a aussi des choses qui sont parfois assez élevées, hein, jusqu'à 0,75, mais on a des taux qui ne sont pas significativement différents de l'un de l'autre. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, parler d'un intérêt fort de l'apport de nectar en termes de parasitisme et donc de contrôle biologique. Alors, comment interpréter ces résultats? Ces résultats, en fait, on les interprète comme un compromis fort qui existe pour ces parasitoïdes entre la qualité de la ressource alimentaire et sa disponibilité. On a en fait un nectar, le nectar qui est une ressource alimentaire qui est de très très bonne qualité, qui est bien supérieure au miela, mais par contre, on a en fait un miela qui est très présent dans les champs, surtout dans les champs qui sont recouverts de pucerons, qui sont toujours associés très proches à la ressource pour pondre, c'est-à-dire aux hôtes, puisque c'est l'hôte qui produit le miela. Donc c'est quelque chose qui est fortement présent dans les zones où ils se reproduisent et donc où ils ont besoin de se trouver. Et elle est bien supérieure en fait au nectar. Et ça, cette distinction fait que même si le nectar est de meilleure qualité, parfois, pour le parasitoïde, il pourrait être plus intéressant de se concentrer sur une ressource qui soit de moins bonne qualité, mais qui soit présente en grande quantité et de façon homogène sur l'ensemble de la parcelle. On trouve d'autres résultats dans la littérature qui vont un petit peu dans le même sens, notamment ici une étude importante il y a une dizaine d'années, où ils avaient montré en fait que le taux de parasitoïdes qui avaient ingéré du nectar en fait diminue fortement avec la quantité de pucerons dans le système. Lorsqu'on a une densité de pucerons importante, même s'il y a du nectar disponible, en fait, les parasitoïdes délaissent le nectar et se concentrent sur le miela, et donc s'alimentent sur la ressource qui est de moins bonne qualité, mais qui est beaucoup plus présente dans l'environnement. Alors, en ce moment, nous essayons de poursuivre ces recherches. Notamment, nous aimerions voir si les cultures associées qui peuvent s'envisager de façon sous différents arrangements spatiaux peuvent avoir un impact en fonction justement de cet arrangement spatial. En fait, les cultures associées, on peut les faire en bandes alternées de différentes largeurs, on peut les faire aussi en rangs alternés ou même en mélange total. Et ces différentes options sont pratiquées par les agriculteurs dans nos campagnes.
Donc, on peut éventuellement avoir des distinctions. Pourquoi? Parce que dans ces systèmes, on va avoir des densités d'interface qui vont différer. Là, on a une densité d'interface faible, on a juste une ligne d'interface entre les deux cultures. Et là, en fait, on va avoir déjà un nombre d'interfaces qui va être multiplié par 4 ou par 5 en termes de densité d'interface. Et plus on va vers des intrications fortes des deux cultures, plus on a des densités d'interface qui sont élevées. Et donc, on peut penser que ces systèmes-là pourraient être plus intéressants. Alors, bien sûr, il faudrait encore que ça ait un intérêt, quel que soit l'arrangement spatial. On essaye de se placer maintenant dans d'autres projets, dans des milieux moins diversifiés. Je vous ai dit qu'on était dans des milieux où il y avait, qui étaient des milieux avec des cultures biologiques, dans des milieux très diversifiés, où il y avait beaucoup de parasitoïdes et de ressources présentes. Et on aimerait se placer dans le cadre d'autres projets, dans des zones de France où on produit des cultures de façon très intensive, sans bordure, avec l'utilisation plus massive de produits phytosanitaires pour gérer les mauvaises herbes, et où donc on pourrait avoir quelque chose qui est plus tranché, en tout cas. On verra si on retrouve les mêmes résultats. On va aussi, grâce à une méta-analyse, on est en train d'essayer de regarder si cet effet que l'on a vu, qui est assez faible de l'intérêt d'apporter des ressources alimentaires pour les parasitoïdes, on la retrouve de façon généralisée dans un ensemble d'études qui ont été produites depuis une cinquantaine d'années. Et là, on est en bonne voie et on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Et puis, la dernière voie de poursuite de ces travaux, c'est d'essayer de généraliser cette approche, notamment d'inférence nutritionnelle, non pas à une seule nourriture, la nourriture sucrée, mais à l'ensemble des ressources qui sont nécessaires pour un parasitoïde dans un agrosystème. Un parasitoïde, ça a besoin d'hôtes alternatifs, de sources de nourriture, de refuges pour passer l'hiver, et ainsi de suite. Et grâce à des analyses biochimiques et à la méthode d'inférence qu'on a mis au point, on doit pouvoir déterminer, en capturant des parasitoïdes, quelles sont les ressources qui sont limitantes dans un environnement, et donc déterminer quels sont les aménagements qui pourraient être nécessaires pour pouvoir permettre d'augmenter le contrôle biologique dans cet environnement. Ça peut être parfois la ressource alimentaire, par exemple dans des zones qui vont être très peu diversifiées. Ça peut être parfois le manque de zones pour passer l'hiver, d'autres alternatifs aussi. Et donc, tout ça, on devrait pouvoir arriver. On a des résultats qui sont très prometteurs dans ce domaine, et on espère pouvoir proposer une méthode standard pour pouvoir réaliser cet outil de diagnostic. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Ici, vous avez une photo de tous les participants à cette étude. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Alors, il y en a eu 2 dans le chat, je vais y revenir. Je vais d'abord retenter de partager mon écran pour faire une présentation de l'école d'AgroCampus. Normalement, ça devrait marcher. Et juste le temps que ça lance, également, quand vous quitterez la vidéo, vous avez un tout petit questionnaire qui apparaît. On vous demande un peu si vous êtes enseignant, doctorant, étudiant, etc. Donc, si vous pouvez prendre le temps de le remplir, ça va vous prendre vraiment une petite minute. Ce serait très intéressant pour nous. Merci d'avance. Donc, normalement, vous avez devant vous une image de la vidéo. Vous l'avez? Oui, OK. oui. Donc, il va y avoir du son. Hein, donc, c'est parti.
Voilà, alors visiblement, vous n'avez pas eu le son. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon. Tous les étudiants disaient bienvenue à Gros Campus Ouest, il faut savoir ce qu'ils disaient dans leur langue d'origine. Très bien. Donc, au niveau du chat, il y a eu une première question donc pour Toki concernant donc, les pommiers sur quel était l'âge des pommiers au moment de la plantation des laitues, leur hauteur et leur diamètre de tronc. En fait, au moment de la plantation de laitue, les pommiers avaient à peu près 20 ans d'âge, parce que c'est des arbres qui ont été plantés à peu près en 2003. Donc, on est sur des arbres qui font 2,50 m de hauteur, avec des diamètres de tronc de 8 cm à peu près. Donc, c'est vrai qu'après, en fonction des diamètres de vos arbres, vous n'aurez pas exactement les mêmes effets. Donc, c'est aussi là qui est l'intérêt pour la modélisation. Donc, vous pouvez essayer de tester différents scénarios ou différentes configurations des arbres. Pas que des configurations spatiales, mais également des paramètres physiologiques. Peut-être que tu peux préciser qu'il y a plusieurs variétés de pommiers. Ouais, après, je ne les ai pas tous dans la tête. En fait, ce n'était pas exactement les mêmes variétés sur les deux rangs. Sur le rang ouest, on était sur du golden, du golden principalement. Par contre, sur la partie est, non, sur la partie ouest de la parcelle, je m'excuse, on avait 4 variétés. Donc, il y avait du Gala. Il y avait la Granny Smith. Granny Smith, bah, je n'ai pas en tête toutes les variétés. Oui, non, mais mais c'est en pas tout grave. Il y en avait des différentes. En effet. Ensuite, il y avait une question pour Bruno sur la valorisation agricole du triticale et de la fève. Alors, il y a deux types de valorisation qui existent. D'une part, beaucoup des agriculteurs qui produisent dans notre zone ce type d'associations qui sont assez courantes, hein. Ils le produisent en fait dans des exploitations qui sont des polyculteurs éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes du bétail et ils vont pouvoir utiliser directement en fait, le mélange céréales légumineuses pour les donner directement à leurs bêtes, éventuellement en complétant avec soit plus de céréales ou plus de protéagineux lorsqu'il y a des déséquilibres. Mais ils peuvent l'utiliser directement et c'est la solution en fait, la plus efficace, notamment économiquement. Et puis, pour d'autres qui sont plutôt ce qu'on appelle des céréaliers, c'est-à-dire des producteurs uniquement de produits végétaux, il va y avoir une phase de tri. Alors, le tri se fait de plus en plus, même si c'est quand même encore un frein important, c'est la possibilité d'avoir des machines qui sont souvent des trieurs optiques, qui sont des machines automatisées assez pointues, qui vont permettre de séparer en fait les deux cultures et de pouvoir les valoriser ensuite dans les circuits classiques, hein, notamment en conventionnel, lorsque ce n'est pas en bio. Et puis, les débouchés, par contre, on va dire en agriculture humaine, ce n'est pas sur ces cultures-là qu'on le fait. Donc, c'est plutôt uniquement pour l'élevage. Ok, merci. Ensuite, une question pour Toki sur le travail du sol. Alors, je pense que El Monte Frutal, c'est le rang de pommier. Donc, une question sur le travail du sol et à proximité des pommiers sans endommager les racines des arbres. Comment le travail du sol a été fait ici, dans le cadre de son étude? Ouais. Donc, on a laissé à peu près 1,50 m d'espace entre le rang des pommiers et les premières planches maraîchères. Donc, c'était censé ne pas trop endommager les rangs de pommiers. Après, nous avons également fait quelques fosses pour essayer de voir jusqu'à quelle distance peut aller les racines. Mais généralement, ça part pas aussi loin, part pas au-delà de 1,50 m. Donc, on pense pas qu'on ait détruit les racines des pommiers. Donc, et en plus, généralement, les racines des pommiers, ils s'enracinent en profondeur. Donc, on n'a eu pas beaucoup de racines en surface. Et en plus, on est à 1,50 m de pommiers. Donc, il n'y a pas eu trop d'effets néfastes sur
sur les racines. Oui, le travail du sol était fait sur 10-15 cm de profondeur, hein, pas plus. Alors, une question pour Bruno. Est-ce que tu penses que les fèves peuvent être remplacées par des cultures? Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai marqué arvejas, mais je ne sais pas si c'est avejas. Je ne connais pas le terme arvejas. C'est pois chiche. Pois chiche. Voilà. Donc, les... Ah, pois. Des petits pois, ok. D'accord. Alors, Merci. les petits pois, notamment les pois protéagineux, ceux qu'on va faire mûrir jusqu'à ce que la graine soit bien sèche, on les utilise déjà. C'est d'ailleurs le protéagineux qui est le plus produit en France. Il a des gros soucis, notamment de maladies dans le sol, qui le mettent à mal. Et par contre, il bénéficie énormément de l'association. Tout simplement parce que le pois est une culture qui a une tige faible et qui a besoin en fait d'un tuteur pour pouvoir se développer. S'il n'a pas de tuteur, en fait, le pois tombe par terre et les maladies sont de plus en plus importantes et il va y avoir beaucoup de pois qui va être gâché. En ayant l'effet tuteur de la céréale, on va avoir des cultures qui vont bien mieux se tenir et on a des résultats qui sont plus importants. Par contre, pour le contrôle biologique, le pois, en fait, n'apporte pas de nectar extrafloral. Il y a une petite possibilité d'avoir une complémentarité en termes d'espèces de pucerons qui sont proposées, mais il n'y a pas forcément le même potentiel que d'autres cultures qui ont du nectar extrafloral, comme la vesse, le niébé ou la févrole. Merci. Une question pour Toki concernant la préparation des sols après culture des espèces maraîchères, notamment sur la question de la fertilisation. Quelle fertilisation mise en place après les récoltes? Ok, donc après la récolte, déjà avant la plantation, il n'y avait pas eu de fertilisation parce qu'on avait mesuré les teneurs en matière organique du sol, pardon, et on a jugé que c'était assez élevé pour ne pas faire de la fertilisation. Après, on a mis les cultures maraîchères en place et après la récolte, nous avons prévu de mettre en place une culture d'engrais vert, mais qui n'a pas pu se faire finalement en raison de la crise sanitaire. Et ça a été mis en place un peu plus tard, du coup, au final. Donc, on est vraiment sur un système biologique, donc on n'utilise pas des intrants chimiques, on fait de la fertilisation par les engrais verts, ou au pire, on apportera quelques composts végétales. Tu peux préciser l'engrais vert qui a été installé? C'est de la févrole. Merci. Alors, une question toujours pour Toki. Si les paramètres de récolte, s'il y a eu des analyses de récolte, alors je ne sais pas, des paramètres de récolte ou post-récolte des laitues, alors je pense que ça doit être peut-être des paramètres teneurs en éléments dans les végétaux. Donc, qu'est-ce que tu as eu comme analyse de paramètres? Bon, avant, du coup, nous avons fait des suivis de biomasse, mais également, comme on travaille principalement sur les cycles de l'azote, nous avons fait des analyses de carbone et de l'azote dans les plantes, à part les mesures de matière sèche, bien sûr. Ok. Alors moi, j'ai épuisé la liste des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole en direct pour poser une question. En français ou en espagnol, on a un service de traduction. J'ai une question dans la session questions et réponses. Pour les pommiers, la parcelle est-elle exploitée? Oui. Est-ce un système construit simultanément ou des arbres ont-ils été plantés après coup? Du coup, en fait, à la base, je parle de cette parcelle-là parce qu'en fait, il y a d'autres parcelles vergers maraîchers qui sont gérées par les étudiants, pas loin, juste à côté. Donc, pour ma parcelle expérimentale, en fait, à la base, c'était une culture, un verger de pommiers pur. Donc, c'était juste un verger, mais c'est la culture maraîchère qui a été introduite après. Donc, ils en ont enlevé quelques rangs, notamment 2 rangs de pommiers qui se trouvaient dans l'interrang de la configuration actuelle, et on les a transformés en planches maraîchères. Donc, c'est la culture maraîchère qui est venue après
après la plantation des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, les pommiers, ils étaient déjà installés bien avant les cultures maraîchères. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, des prises de parole? Ah, il y a une question. Oula, il y en a plein qui arrivent en même temps. Savoir s'il y a eu un système d'irrigation. C'est pour Toki. Oui. Oui, parce qu'en fait, nous avons également irrigué, donc c'est des systèmes d'irrigation au goutte à goutte. OK. Est-ce que, toujours pour Toki, est-ce que la vie biologique du sol est analysée? Oui, donc en fait, c'est une étude que nous portons justement en ce moment-là. Donc, on essaye de caractériser pas directement la vie du sol, mais de leurs effets, des effets microbiologiques du sol à différentes distances des arbres fruitiers. Et pour cela, nous menons 3 expérimentations. Donc, il y a une expérimentation de suivi de la décomposition de la biomasse, donc des résidus de culture, des racines de salade et des feuilles de pommier. Donc, ça, c'est une première expérimentation. Une deuxième expérimentation, en fait, c'est le suivi de la minéralisation de la matière organique du sol, de l'humus. Une troisième expérimentation, c'est la mesure des différents flux de CO2 qui est justement lié à l'activité biologique du sol. Donc, on fait des mesures de flux de CO2 à différentes distances des arbres, donc sur chaque planche maraîchère, pour mieux caractériser ces activités microbiologiques-là. Donc, c'est les 3 principaux expérimentations que nous menons en ce moment pour caractériser les activités microbiologiques du sol. OK. Donc après, il y a un commentaire d'une enseignante de français dans un lycée agro qui dit que vos présentations donnent beaucoup d'idées à partager à leurs étudiants, qui sont des grands ados. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors ça, c'est pour Bruno. Au-delà de la qualité nutritionnelle du miel par rapport au nectar, peut-on envisager d'autres facteurs qui interviennent, tels que aromatiques ou de minéraux? Pour donc le nectar en question, bonjour Gilles, il y a des facteurs qui interviennent. Au niveau aromatique, en fait, il y a des travaux récents, notamment pour savoir comment les parasitoïdes arrivent à se diriger vers ce nectar. Et on s'est rendu compte qu'il y a en fait des levures spécifiques qui sont hébergées dans les nectars, qui vont en dégrader une partie et qui vont faire des composés un peu aromatiques qui sont en fait captés par les parasitoïdes et qui vont leur permettre de trouver cette source de nourriture. On a d'autres pistes aussi, parce que c'est vrai que ce nectar n'étant pas associé à une fleur qui a des attractifs visuels ou olfactifs, on se demande réellement encore comment les parasitoïdes arrivent très, très facilement à les trouver. Et puis en termes de minéraux, ça c'est d'autres études assez intéressantes, c'est surtout en milieu tropical. On se rend compte que ces parasitoïdes et les hyménoptères en général vont avoir des difficultés pour s'alimenter de certains minéraux et vont avoir besoin de se complémenter. Et notamment, ça peut être des boues, lorsqu'il y a des flaques d'eau ou des choses comme ça qui peuvent leur apporter certains minéraux, ou des charognes, des choses en décomposition qui leur permettent de complémenter. Mais dans le nectar, en fait, il y a très, très majoritairement des sucres et c'est surtout ça qu'ils viennent chercher dans le nectar. Très bien. Il y a une autre question qui a été posée qui vous concerne tous les deux. Si vos travaux ont donné lieu à des valorisations écrites, notamment des articles, pour pouvoir accéder à ces articles. Alors, Bruno, je pense que tu as des choses déjà de valoriser. Alors, sur ce que je vous ai montré, ça correspond à 2 articles particulièrement qui viennent d'être publiés. Un méthodologique sur les aspects d'algorithmes de classification qui sont assez pointus. Il faut vraiment, si vous voulez vous y mettre, c'est très bien. Mais là, c'est un peu difficile. Et sinon, l'aspect plus sur les aspects terrain, c'est un article dans Biological Control. Et je ne sais pas si c'est possible, mais tout à fait possible de me contacter pour le donner sous forme de PDF, ou sinon, je ne sais pas s'il y a un espace pour pouvoir le mettre à disposition, c'est possible aussi. Ben, peut-être que
À la limite, tu tapes ton mail dans le chat et la personne te contactera. Et Toki? Et pour ma part, les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure ont été présentés dans un congrès international qui c'est le Symposium in Horticulture in Europe, SHE, ça s'appelle. Après, il y a un article qui est en cours de rédaction, donc ça va apparaître, j'espère, dans pas longtemps. Tu peux donner l'intitulé au moins de l'article, sur quoi il va porter? C'est sur le titre, il n'a pas changé, bah, c'est juste le titre de la présentation là. D'accord, ok. Et là, Bruno, il y a le mail de la personne qui est dans questions-réponses aussi. Bon, il n'y a pas d'autres questions et puis on Il s'approche. y a une autre question. Il y a une autre question. La Q et R là, de Benoît Mob. Question complémentaire, si vous suivez le rendement des arbres, est-ce qu'il a évolué suite à l'implantation des laitues ou est-ce que d'autres évolutions ont été constatées sur les arbres en dehors de l'effet de la suppression des rangs? Donc nous, oui. C'est bon, Patrice? Oui, c'est marrant parce que je ne la vois pas cette question en fait. Je ne sais pas où elle est. Mais c'est pas grave, vas-y, réponds. Du coup, nous, dans cette expérimentation, on s'intéresse plutôt sur les effets des arbres fruitiers sur la croissance des cultures maraîchères, plutôt que l'inverse. Mais je pense que cet effet sur les arbres, je pense que ce sera plus valorisé, ce sera plus perceptible à partir de la modélisation. Mais nous, on n'a pas quantifié ça expérimentalement. Ok. On peut prendre une dernière question. Alors, il y en a une. Alors, ce système présente-t-il des inconvénients au moment de la récolte des pommes? Alors, je ne vois pas quelle est l'idée derrière la question. Est-ce que Mauro, vous pouvez préciser? Peut-être la difficulté parce qu'en fait, ça, c'est un inconvénient qui est souligné plusieurs fois dans les systèmes vergers maraîchers. Si vous installez des planches maraîchères juste sous les rangs des arbres, ça va compliquer la récolte des fruits sur les arbres fruitiers. Donc, vraisemblablement, ça a un effet, mais dans notre cas d'étude, comme je vous l'ai dit, on a quand même laissé un espace de 1,50 m entre les rangs et les planches maraîchères, donc ça n'a pas vraiment dérangé la récolte des pommes. Très bien, merci. Bien écoutez, voilà. C'était bien le sens de la question. Tu as bien répondu. Très bien, écoutez, on va conclure déjà en remerciant chaleureusement nos deux intervenants agrocampusiens. Le prochain webinaire est programmé le 13 juillet et c'est la Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires qui va être le chef d'orchestre de ces présentations. Alors, il y a deux présentations qui sont prévues. Je les dis en espagnol, je dis les titres en espagnol. Manejo agroecológico en sistemas con predominio de vegetación nativa, pastizales de la Pampa. Y le deuxième titre, c'est Humedad y bosques del Chaco semiárido de Argentina. Donc, la Pampa et zone semi-aride. Donc, nous vous donnerons le lien YouTube du webinaire qui se termine. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si les collègues Relations internationales souhaitent dire quelque chose avant d'arrêter. Non, on vous dit simplement merci de votre participation, de votre présence active et de vos questions. Et puis, on se retrouve donc dans un mois pour le prochain webinaire. Et pensez donc à remplir votre petit questionnaire en quittant la conférence. Merci. Merci beaucoup et bon après-midi, bonne journée pour les Argentins. Merci. Au revoir. Merci aux intervenants.